Salut à toi et bienvenue dans cette dernière vidéo de cette série où on revoit comment j'ai pu faire ce petit film ici en haut à gauche d'aliens en 3D qui discutent et qui s'engueulent à propos d'un live sur un humain assez marrant. Alors si t'as pas vu les deux premières, je t'invite à aller les voir sur la modé et l'animation pour espérer comprendre quelque chose à celle-ci. Aujourd'hui, on voit le shading et le rendu, tu vois, ça va être hyper intéressant. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, je m'appelle Romain Gilliot, je suis le fondateur du studio d'animation Motion Life Pictures et je suis le créateur de l'école de 3D H-Friday. Cela étant dit, c'est parti, let's go, on attaque. Alors, on se retrouve sur notre scène que je t'avais montré en anime la dernière fois et on va essayer de comprendre comment on a travaillé le shading de notre petit alien, d'accord? Donc le shading c'est quoi? C'est en fait simplement la couleur, c'est la matière de l'alien, à quoi elle ressemble sa peau, etc. Rien de bien compliqué sur le process, mais par contre pour faire un beau shading réaliste, ça c'est un peu plus difficile. Alors on va aller ouvrir la scène où est linké l'alien. Alors c'est parce que c'est un link, je t'invite à aller voir la petite vidéo ici qui est à gauche qui apparaît où j'explique un petit peu le process et comment ça marche. Ici je vais partir du principe que tu connais. Eh bien je vais aller dans File, Open, et on va aller chercher du coup notre alien qui est celui-ci. Ok. Hop. Donc notre alien, il est là, d'accord. Et on va regarder un petit peu à quoi il ressemble son shader. Donc on va cliquer dessus ici, et on va aller chercher le shader. Donc, pour créer un shader, je te rappelle, hein, tu vas là et tu fais un petit plus ici, il y a plus, ok. Là du coup on a notre shader, et tu vois que le shader est relativement compliqué quand même. Il y a quand même pas mal de petites choses, mais on va comprendre ensemble, on va détailler ça au fur et à mesure. Tu vois qu'en fait, c'est pas si difficile que ça. Si tu ne comprends pas ce que c'est un shader, c'est simplement des nœuds qui te permettent de créer de la couleur. Mais logiquement, si tu as suivi le petit conseil que je donne à chaque fin de vidéo à chaque fois, tu as vu la petite formation de 6 jours dont je parlais, et du coup, tu as déjà vu les shaders quand tu vois cette vidéo. Sinon, je t'invite à aller la voir. Très important, le lien est dans la description. Alors, ici, du coup, ces petits shaders, comment ça fonctionne? En fait, c'est très simple. On va regarder ensemble, du coup, je vais passer en rendu en mesure Z vers le haut, ok. Hop, et on va se dire, ok. Qu'est-ce qu'il faut pour créer ce shader-là? Alors moi, ce que je voulais, c'était avoir quelque chose d'un très organique et qui bouge, tu vois. Donc l'idée, c'était déjà de commencer à créer ce pattern de assez organique. En fait, pour ça, rien de mieux que le nœud noise, en fait. Le nœud noise, c'est vraiment le truc du monde. Et tu vois, du coup, j'ai fait un premier nœud noise qui est, hop, ici. Voilà, on va regarder à quoi il ressemble. Et voilà, on a juste un premier noise qui va commencer à créer un premier pattern de couleurs, ok. Donc là, c'est du noir et blanc. On va l'utiliser en fait en facteur, tu vois ici. Dans un map range, hop, d'accord. Donc ça c'est le map range ici, voilà. Ok, map range ça va contraster simplement du noir et du blanc. Et du coup ça on va le mettre simplement dans un mix ici. Donc en facteur de mix. Et du coup le mix il va changer ça et ça, d'accord. Ça permet d'avoir 3 valeurs. Et tu vois que j'ai fait ça à chaque fois, hein, donc première fois, deuxième fois, troisième fois. Et c'est toujours le même principe, hein, je fais un noise, je mets un map range pour le clamper, le contraster, et je mets le résultat en facteur de 2 couleurs. En fait, le principe est très simple, si je le refais rapidement sans rien pour que tu aies vraiment l'idée du truc, un noise, je mets derrière un map range, d'accord, et je mets derrière un mix RGB. Pas incoming normal, non, n'importe quoi. Mix RGB. Ah oui, maintenant ça s'appelle un mix, il faut mettre RGB ici, pardon. Voilà, on met ça en couleur, et là du coup par exemple je mets du rouge et du bleu. D'accord. Alors évitez d'aller trop dans le cercle chromatique sur vos couleurs, essayez de moins saturer vos couleurs, c'est souvent une erreur que je vois, ça ne sert à rien de saturer vos couleurs comme des malades. Et ici ce qu'on va faire, c'est venir contraster en rapprochant ces deux nombres. Voilà. Et là du coup ça donne ça. Et voilà, et c'est exact. Et j'ai fait ça en fait juste plusieurs fois. C'est pour ça qu'on a 3 mix, mais c'est tout la même chose, d'accord. Donc ça c'est comme ça que je vais la couleur de la peau, ok. Couleur de la peau. Ensuite, je l'ai contrasté un petit peu avec une curve, et à la fin du coup ça donne ça. Donc ça c'était la couleur finale de la peau, d'accord. Une fois qu'on a fait la couleur de peau, alors tu vois que dans un shader, tu as pas mal de petites choses, dans un principal shader qui en fait correspond à un shader qui pourrait représenter n'importe quelle matière dans le monde qui nous entoure. Et bien, pour avoir ce côté un peu peau, ici, qui se rend organique, il ne faut pas juste mettre en couleur, il va aussi falloir faire du subsurface scattering. Alors, tu vas voir la différence. Sans subsurface, et on a l'impression que la peau c'est du plastoc, avec subsurface. Et la peau, elle fait beaucoup plus organique. Alors, qu'est-ce que c'est le subsurface? C'est simplement le fait que la lumière passe à travers ta peau. Tu vois, si je prends mon téléphone, par exemple, et que j'allume sa loupiote, alors attends, je vais me mettre en grand pour que tu vois bien. Et ben, tu vois, si je mets mon doigt sur la loupiote, tu vois, ici, tu vois que mon doigt, il est un peu rouge.
Ça, c'est le SSS. C'est vraiment le principe du SSS. C'est le fait que, donc le subsurface SSS, c'est pareil. C'est la lumière qui passe à travers ta peau. Et bah, le paramètre subsurface dans le principal shader, ça correspond à ça. Donc, ici, tu vois, simplement, sans SSS, avec SSS. Évidemment, on fait de la peau, c'est organique, donc on va mettre du SSS. Attention, c'est un petit peu lourd à rendre, mais c'est carrément plus joli. Deuxième chose qu'il faut qu'on fasse, là pour l'instant, tu vois, on n'a pas de détail. La peau, elle est parfaitement lisse. C'est moche. Il va falloir qu'on rajoute du détail. Donc en fait, on va simuler des petits creux dans la peau, comme si c'était des pores de peau. Alors des pores de peau aliens, donc un peu chelou. Et du coup, comment j'ai fait ça? Bah, c'est très simple. En fait, j'ai fait juste, du coup, un noise, ici, voilà, que j'ai été mettre dans le height d'un bump. Et ça donne ça. Alors, le bump, c'est ce qui va créer ces petits détails. Alors j'en ai fait plusieurs, tu vois. Je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. 5 fois. Et ce qui est cool, c'est que tu peux combiner des bumps avec, à chaque fois, en mettant de la normale, dans la normale, dans la normale, tu vois. Donc, premier bump, deuxième, troisième, quatrième, tu vois. Et on a vraiment ce côté où on a vraiment ces étages de détails, tu vois. Là, on a vraiment des petits pores de peau, tu vois. Vraiment intéressant. Et c'est comme ça que je travaille souvent les trucs un peu compliqués. Et ça, je vais le mettre dans la normale, ici. Et du coup, maintenant, on avait ça avant. Maintenant, on a ça. Beaucoup mieux. D'accord? Quelque chose de beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis. Donc, le bump, hein, la normale, en 3D, c'est indispensable pour avoir des choses qui soient propres et jolies. D'accord? Ensuite, la dernière chose qu'il va faire, dernière chose qu'il va falloir faire, c'est jouer avec la map de roughness. Alors, il va falloir que j'explique ce que c'est la map de roughness, donc je vais te faire un petit exemple directement ici. Hop, on va créer un petit Suzanne ici. Tac. Voilà. On le smooth rapidement. Et ici, alors si tu ne sais pas comment j'ai smoothé, j'ai simplement mis un modifier ici, subdivision. Hop, subdivision de surface. Et simplement, j'ai mis 3 en niveau. D'accord? Et le raccourci, en fait, c'est CTRL 3 au-dessus de ton clavier. Et du coup, on va lui mettre un shader noir pour qu'on puisse voir la réflexion. Okay, et la roughness, c'est ça. La roughness, c'est à quel point ton matériel est rugueux. Ça veut dire quoi visuellement? Ça veut dire c'est à quel point ton matériel il reflète la lumière de manière nette ou floue. Plus c'est net, moins c'est rugueux. Plus c'est flou, plus c'est flou, plus c'est rugueux. Pardon. Donc la roughness, c'est ça. Là, je suis quasiment en miroir. Là, je suis très rugueux. Miroir, rugueux. Miroir, rugueux. Ok. Et en fait, l'idée, c'est que dans les matériaux de tous les jours, dans la vie, en fait, bah, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre que il n'y a aucun objet dans la vie de tous les jours qui est rugueux de manière uniforme partout. En fait, chaque objet va avoir des petites particules, des trucs, des endroits où ça a été plus ou moins abîmé. Et du coup, on va avoir des éléments où, à certains endroits de l'objet, ça va mieux refléter la lumière que d'autres. Ça va être plus ou moins rugueux. Et en fait, il faut avoir une map qui va jouer sur cette rugosité. En fait, il va y avoir une rugosité sur toute la surface de ton objet qui soit variable. Et comment on fait ça? Et bien, toujours de la même manière, en mettant un noise dedans, tout simplement. Donc pour ça, je viens simplement, hop, ici, créer un noise, d'accord? Hop, ici, tac, et je vais mettre le facteur dans la roughness. Alors, c'est bien, on voit que là, on a de la variation, mais ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on n'a pas trop de contrôle avec le noise pour l'instant. Il ressemble à ça, bon, on peut l'agrandir, le rétrécir, mais c'est tout, quoi, d'accord? Ce que j'aimerais, c'est savoir la contrôle sur quelle valeur est la roughness max et quelle valeur est la roughness min. Tu vois, je vais avoir un peu plus de contrôle sur est-ce que ça reflète ou pas, parce que pour l'instant là, j'ai aucun contrôle, j'ai juste de la variation. Et pour ça, en fait, encore une fois, le nœud magique, j'arrête pas de l'utiliser, mais c'est un nœud trop cool, c'est le map range. Le map range va nous permettre de dire, ok, à combien je pars et à combien je finis. Et ça va nous permettre vraiment d'avoir du coup exactement les mêmes valeurs. Alors, les deux premières valeurs ici servent à contraster l'élément. Plus elles sont proches entre elles, plus notre élément sera contrasté. Tu vois, si je mets par exemple ici 0,49 et là je mets 0,5, ça va être ultra contrasté. Tu vois, on a quasiment deux maps parfaitement noir et blanc. Et du coup, c'est-à-dire que noir, la roughness est à 0, blanc, la roughness est à 1. Donc on va avoir un truc ultra rugueux en blanc et miroir en noir. On peut regarder, hein, c'est exactement ce qu'on a. Tu vois, rugueux, miroir. Mais ce qu'on voudrait faire, plutôt nous, c'est se dire, hein, et moi j'aimerais bien avoir genre rugueux dans la partie noire, genre à 0,2, tu vois, et dans la partie blanche à 0,4. Je vais pouvoir contrôler le début et la fin de la rugosité, tu vois, à partir de quand ça démarre, à partir de quand ça se termine. Parce qu'il y a des objets qui vont être plus ou moins rugueux, mais par exemple, un verre, ça sera jamais rugueux à 0,8, tu vois. Un verre, on verra toujours après à travers. Ça sera peut-être rugueux jusqu'à 0,1, 0,2 max. Donc on veut pouvoir contrôler la valeur de départ et la valeur d'arrivée. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est simplement venir jouer ici au to min, to max. To min, c'est la valeur de départ. To min, c'est la valeur d'arrivée. Si je veux que mon objet soit rugueux à 0,2 minimum, eh ben je tape ici 0,2. Si je veux que mon objet soit rugueux à 0,5 maximum, je tape ici 0,5. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est quand je passe dans mon principal shader, là, j'ai une rugosité à 0,2 et là à 0,5. Et encore mieux, je peux décontraster. Et en décontrastant, de tous les cas, je sais que de toute façon, le maximum et le minimum sera toujours 0,2 et 0,5. Et là, on commence à avoir des choses qui sont intéressantes. Donc, si je veux avoir quelque chose de plus proche de quelque chose de lisse, hop, je peux venir, hop, tac, rapprocher ces valeurs de 0. Au contraire, si je veux quelque chose de plus proche de rugueux, je rapproche ces valeurs de 1. Okay.
Voilà comment fonctionne la rugosité variable, et c'est exactement ce que j'ai fait à ce moment-là. C'est le dernier truc qui restait à faire, c'est que dans la rugosité, j'ai créé un noise ici, d'accord? Alors, hop, j'ai fait comment exactement? Voilà. Un noise ici, ok, que j'ai multiplié avec la couleur, d'accord? Là, je suis reparti de la couleur et je l'ai multiplié avec. J'ai fait un petit truc de power qui permet d'avoir ces espèces d'étapes, tu vois, vraiment cool, tu vois, en mettant un autre élément à la puissance, tu vois, ça va donner cet effet un peu de vague. Souvent, le calcul puissance en mathématiques sur de la map, comme ça fait des choses assez intéressantes avec des éléments qui vont venir faire des tâches comme ça. C'est souvent très bien, très très pratique pour faire des tâches d'eau, par exemple. Et ça, du coup, évidemment, on va le mettre dans le map range pour pouvoir le contrôler, comme j'ai expliqué, d'accord? Et ce map range, on va le mettre en roughness. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc on a une roughness, une réflexion qui est variable sur le play. La dernière étape de notre shading pour notre alien, avant qu'on termine, c'est simplement de venir animer tout ça. Parce qu'en fait, moi, je voulais que les tâches ici, elles bougent. Ici. Alors, comment on fait pour animer ça? Et bien, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle des drivers. Alors, pareil, plutôt que de te montrer directement sur le mesh, je vais te faire une démo sur un mesh à part. Toujours notre fameux singe. Hop, tac, tac, ici. Je vais faire un noise, du coup. Un noise, monsieur, ça peut le faire. Hop. Voilà. Ici, un map range, je pense que tu commences à capter un peu l'idée hein, quand même. Et ici, du coup, derrière le map range, un mix color. Mix maintenant, du coup, et ici color. Voilà. Hop, voilà. Voilà. Ici, ça, on va le mettre, on va faire des valeurs assez séparées pour bien qu'on les voit. Encore une fois, faites gaffe, pas trop contraster vos valeurs. Et ici, on va venir contraster un peu tout ça pour vraiment avoir des plages. Ok. Comment je peux animer ça? Et bien en fait, dans ton noise, si tu passes en 4D ici, hop, tu vas pouvoir changer la valeur W qui va faire en fait variable noise. Très pratique. C'est comme si c'était un peu une valeur de timing, tu vois. C'est pas exactement ça, mais peu importe. Et du coup, alors on pourrait mettre une clé. On peut appuyer sur I et mettre une clé, mais c'est pas très pratique. Moi, ce que je préfère faire, c'est mettre un truc qui fait que ça va bouger tout le temps, peu importe ce que je fais. Et ça, on peut utiliser ce qu'on appelle du coup les drivers. J'en ai parlé tout à l'heure. Et comment tu fais? En fait, il suffit simplement d'appuyer sur dièse et tu marques le nom frame. Et frame, ça correspond à la valeur de l'image actuelle. Donc là, ça va être 1402 parce que je suis à la frame 1402. Tu vois, si je change, là, je suis à la frame 1395. Alors, la vérité, c'est que ça, c'est beaucoup trop rapide. Hein. Si je fais play, tu vois que ça part complètement en vrille. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre frame, mais genre divisé par 1000. Donc, hop, tu peux mettre des maths en fait directement. Quand tu mets un dièse, tu peux mettre directement des maths dedans. Hop, et là, maintenant, du coup, tu vois que ça bouge beaucoup moins vite. Ok? Mais on a quand même ce côté où l'élément il bouge. Alors, on va passer ici en Eevee, donc en matériel preview pour voir un peu plus ce que ça fait. On va le laisser compiler. J'aurais dû cacher mon alien parce qu'il va galérer à le compiler parce qu'il est super lourd le shader, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Vas-y, tu peux le faire. Au pire, je comprends. Voilà, c'est fait. Et du coup, maintenant, si j'appuie sur espace, tu vois, qu'on a notre noise qui varie doucement, mais sûrement. Regarde là, la tâche, on voit la voix bouger. Et du coup, on a vraiment un shader totalement animé. Et ça, c'est quand même vraiment super cool, non? Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça en termes de shading. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur ce film? Eh bien, il nous reste à faire deux choses. Le rendu et le compositing. C'est parti. Le rendu, du coup, je vais te montrer ça de suite. En rendu, on va aller sur la scène directement. Hop. Et sur notre rendu ici, tu vois qu'on a nos personnages qui sont en place, qui sont animés et tout. Comment on fait pour rendre ça? Eh bien, c'est pas compliqué. Il suffit d'aller ici et de faire, hop, Windows, Render Animation. Alors, le truc, c'est que tu vas me dire, ok, très bien, mais il va peut-être falloir un petit peu expliquer. C'est tout à fait vrai. Je vais te mettre une vidéo à gauche où je parle un peu plus des render settings en détail, mais là, je vais aller un peu plus rapidement, on va dire, histoire que tu aies les bases et que tu puisses rendre ton projet. Premier truc à faire, c'est de déterminer où est-ce que tu vas rendre ton projet. Donc, il faut que tu lui mettes le chemin ici et surtout le format. Le format ne rend pas en vidéo, c'est très important. Rend en image. Il te faut une séquence d'images. La vidéo, c'est catastrophique parce que si ton rendu crash, tu perds tout. Et le rendu doit être long, d'accord? Plusieurs heures. Donc vraiment, ne te plante pas, mets bien ici une image. Le mieux souvent, c'est PNG en 16 bits. C'est très bien et ça suffit amplement pour ce qu'on veut. Si ton fond est transparent, RGB1, d'accord? Et ici, simplement, tu viens choisir ta sortie, donc le dossier où tu veux tes images, PNG, RGB, et c'est fini. Maintenant, quelques petits paramètres à modifier, notamment en termes de qualité. Je vois beaucoup de gens ici venir et faire ce qu'on appelle un denoise ici, en rendu. Voilà, ne cochez pas cette case, elle est merdique. Pourquoi elle est merdique? Parce qu'en fait, elle va dénoiser au rendu, alors qu'en fait, il y a exactement le même nœud en compositing, et qui te permet de le faire en compositing et de vérifier si ça dénoise bien, parce que le denoise peut parfois vraiment niquer ton image. Donc, en fait, tu peux le faire, on va le faire, mais on va le faire après, en compo, une fois que le rendu a été effectué. Donc ici, on décoche cette case, surtout en rendu. Et là, tu vas avoir la qualité, en fait, c'est des samples ici. Et là, tu vas monter plus ou moins cette valeur jusqu'à ce qu'il y ait le moins de noise possible. Une petite astuce, si tu ne dénoises pas, tu peux activer ici le petit chronomètre, histoire que le noise soit différent à chaque image. Ça aide beaucoup. D'accord?
Donc tu vois, par exemple, moi j'ai rendu le film avec des samples à 1024 et j'étais entre 1 à 2 minutes l'image en rendu. Ok, ça a donné à peu près entre 50 et 60 heures de rendu pour tout le film. Donc ça donne une idée. Ici, du coup, on a 2-3 petits trucs aussi à changer. Là, dans Light Pass, voilà, tu copies, tu t'embêtes pas. 0 en diffuse, 2 en glossy. Et là, tu mets 24 en transmission. Ça suffira amplement. En clamping, tu mets 10 et 1. Et en filter glossy, tu mets 1. Et là, tu décoches. C'est pas les paramètres parfaits pour toutes les scènes, mais c'est des paramètres qui fonctionnent relativement bien et qui sont pas très lourds. Ça te permet d'avoir des rendus relativement rapides. Dans tous les cas, si tu veux en savoir plus sur ces éléments-là, je t'invite encore une fois à regarder la vidéo que j'ai mis en description. Pas en description, juste à côté là, en petit machin là, info, je sais pas quoi. Et enfin, du coup, un dernier truc, tu peux aller dans performance et cocher ici persistant data. Ça permettra à Blender de ne pas reloader la mémoire, les éléments mémoire à chaque image, ce qui te permettra du coup d'avoir des rendus plus rapides. Une fois que tu as fait ça, il suffira de lancer render animation. Mais avant de faire ça, on va d'abord s'occuper du compositing. Parce que ce qui est trop cool avec Blender, c'est que tu peux faire le rendu de l'image et le compositing en même temps. Ce qui est vraiment très très pratique. Alors le compositing, c'est quoi? C'est le fait de venir retoucher ton image une fois qu'elle a été rendue. D'accord? Pareil, je te mets une vidéo où j'explique, genre je te montre 45 minutes de comment on fait un compo de A à Z. Donc va la voir. Si tu sais pas ce que c'est et que tu comprends pas trop, je te la mets là et on en reparle. Maintenant, je vais te montrer un petit peu ici ce qu'on a fait. Donc je considère que tu as vu la vidéo à côté, hein, donc je ne vais pas tout réexpliquer en compo. Et en fait, simplement en compositing, ce que j'ai fait, c'est vraiment pas très compliqué. J'ai sorti quelques passes, la mist, l'occlusion. Encore une fois, si tu sais pas ce que c'est, va voir la vidéo que j'ai mis juste à côté en information. J'ai mis une mist bleue, tu vois, une petite occlusion. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit rendu. Comme ça, tu vas vraiment pouvoir voir ce que ça donne avec et sans. Donc voilà, je t'ai fait le petit rendu pour te montrer. Et tu vois que du coup, ici, hop, je vais mettre ma tête là, histoire que je ne dérange pas et que tu vois bien le graphe. On a là pour l'instant le rendu tel quel. Donc première chose que je fais, tu vois, on a du coup, si je regarde la mist, du coup, donc qui est la valeur en noir et blanc de la profondeur de ton image, et l'occlusion qui sont les ombres de contact. Du coup, en image, le premier truc que je fais, c'est je rajoute l'occlusion dessus, d'accord, en overlay. Ensuite, je rajoute la mist, ok, pour assombrir le fond et éclairer le devant. Et ensuite, je rajoute une passe de glaire. Une fois, deux fois, souvent je fais 2 passes de glaire, et ça va vraiment un truc bien poussé, j'aime bien le glaire, j'avoue que j'aime bien le glaire. Une troisième passe de glaire avec ces espèces de raies là, du coup là c'est, tu vois, je viens blurrer en fait tu vois, en gros je fais ça, je reprends l'image, je la contraste à mort, je la blur, et je vais mettre ça en addition directement. Donc ça fait ce truc. Alors évidemment, tu vois, c'est des valeurs très petites. Hein. Je joue un petit peu sur les contrastes, je change un petit peu du coup tout ce qui va être colorimétrie, tu vois, donc je mets un peu de bleu dans les sombres, un peu d'orange dans les clairs, et globalement une lance distorsion, et on a terminé. Voilà un petit peu le compo. Donc on a ça, après, avant. Après, avant. Rien de bien méchant en termes de compo, mais ça suffit amplement pour ce qu'on veut faire, et globalement, tu as le petit... t'as le principe en gros, tu vois, voilà. Et voilà, c'est terminé, on a terminé le film en fait. On a terminé le film, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors évidemment, il reste derrière le montage et le son, mais sinon en termes d'image, en termes de 3D, on a terminé. Tu vois que c'est pas très compliqué en fait, en termes de process. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir les enchaîner avec tout qui se passe bien, rien qui part complètement en vrille. Et pour ça, il faut éviter de faire des erreurs. Et bien justement, pour éviter de faire des erreurs, j'ai fait une petite formation intéressante qui n'est pas la même que celle dont j'arrête pas de parler. Là, cette fois-ci, elle dure 7 jours. Et c'est 7 jours où je te montre 7 erreurs fondamentales que tous les artistes 3D débutants font. Donc super cool, pareil, c'est totalement gratuit. T'as qu'à aller voir ici, bam, 7 erreurs, une par jour, où tu peux simplement, directement, apprendre de ces erreurs et ne plus les faire. J'espère que ça t'intéresse grandement. J'espère que ça va te plaire. Je te laisse y aller et cliquer ici. Les 7 erreurs de l'artiste 3D, c'est totalement gratuit. Et encore une fois, l'intérêt était d'être le plus pédagogique possible et que tu comprennes et que tu puisses apprendre vraiment les fondamentaux de la 3D. Je peux te dire qu'avec le petit cursus de 6 jours, plus les 7 erreurs que je viens de te montrer là, plus les cours que tu as eu là, tu commences à avoir pas mal de contenu pour faire des trucs très très sympas. Très curieux de voir ce que tu vas pouvoir réaliser. N'hésite pas à le mettre en commentaire, j'irai jeter un œil avec grand plaisir. Je te souhaite une très bonne journée. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.